pour vous accueillir et pour vous présenter ce soir. Nous accueillons donc M. Yann Delec, DP de Brest Métropole, qui est accompagné de Mme Gestin, qui s'occupe plus du territoire de Lambézelec. Nous avons également, pour vous présenter le projet, l'équipe projet, avec M. Levski et M. Bézi, ainsi que les deux bureaux d'études, trois bureaux d'études, pardon, que sont le CSU sur la circulation et le trafic, je ne sais pas pourquoi, ainsi que Camille Renoué et M. Pierre Bispo pour tout l'aspect environnement. Donc la réunion va se dérouler de la façon suivante. D'abord une introduction par M. Delec et par Mme Gestin. Donc je demande à M. Delec de bien vouloir venir me rejoindre, et Mme Gestin, pour lancer cette réunion. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, je me présente, Yann Delec, vice-président en charge, comme c'est indiqué, c'est parti, non, chargé des déplacements et des grands projets sur la métropole. Donc, moi aussi, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui, ce soir, pour cette rencontre. Ce point d'étape, parce que ce soir, ce qui est important à retenir, c'est que nous sommes dans un point d'étape qui va vous être restitué. Je pars faire la genèse du projet, l'histoire, depuis les premières réunions de concertation en 2009. Mais le projet a bien évolué, il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, sous forme d'ateliers avec certains d'entre vous. Et ce soir, on va vous présenter le compte rendu de tous ces échanges-là. Et ce qui est important de tenir, c'est que ce soir, il n'y a pas de décision qui va être prise. Il y a un processus qui va se poursuivre, au contraire, et c'est naturellement, puisque nous sommes à quelques semaines des échéances municipales et des élections, c'est la nouvelle équipe municipale et métropolitaine qui aura à prendre la décision en fonction de ce qui aura été dit. Et ce qui nous semble, si Gestin et moi, important de vous dire aussi, c'est qu'il y aura plusieurs options qui vont être présentées en fonction de ce que vous aviez, vous, noté comme possibilité. Donc on retient tous ces éléments-là, on va dire non, c'est pas possible. On travaille sur des propositions qui ont été formulées. Donc faire l'un ou l'autre des projets, et puis aussi l'opportunité de ne pas faire de travaux, de ne pas réaliser cette voie de contournement. Ça fait partie du débat. Et à la même enseigne, je dirais que les Français et ceux qui ont participé à la concertation sur le transport en commun, avec l'opportunité ou pas de créer une ligne de bus au niveau de service, notamment sur Lambézelec, et la deuxième ligne de tramway, il y avait la possibilité de faire ou de ne pas faire. Et je crois que c'est quelque chose d'important de vous le dire ce soir, parce que la tentation souvent est grande de dire tout est joué, tout est fait, tout est ficelé, on ne laisse pas grand choix. Non, ce soir vous verrez, tout a été travaillé en cohérence avec ce qui a déjà été porté précédemment. Et c'est vraiment pour vous éclairer, vous donner tous les points d'ordre technique, parce que c'est vraiment technique aussi, c'est important. On verra sur le boulevard de l'Europe, sur les trafics est-ouest, la cohérence, l'évolution d'ici 10, 15, 20 ans entre le CHRU et ici sur le rond-point de Pénarcleuse, et toute cette circulation dont il faut tenir compte et les évolutions à venir. Donc ce soir, présentation, point d'étape, et ensuite nous aurons cet échange avec vous pour prendre vos remarques et continuer à l'issue de cette soirée ce processus de concertation avec vous toutes et vous tous. Et maintenant je laisse la parole à Madame le maire, adjointe quartier de Lambézelec. Merci. Merci à vous vous êtes déplacés ce soir à cette réunion. Bonsoir et puis bienvenue à cette réunion publique d'étape qui a pour objet de vous présenter l'état d'avancement de la concertation en cours et des études de circulation et d'impact. À ce stade, j'ai envie de dire, c'est un exercice de toute transparence. Il n'y a pas de prise de décision, le choix se faisant bien sûr à l'issue du processus complet de la concertation et qui sera pris par la nouvelle équipe municipale qui sera installée après les municipales. Donc ce projet de voie de liaison Nord-Lambé est une préoccupation pour nous tous. Il s'agit ici de favoriser les échanges entre l'Est et l'Ouest, d'améliorer les conditions de dessert des pôles d'activité et de soins, et de sécuriser et de rendre au boulevard de l'Europe son caractère urbain.
Aujourd'hui, vous le savez, puisque vous le pratiquez, la situation actuelle est dégradée. Les grands sites sont difficiles d'accès. Nous sommes face à une congestion urbaine. Il y a nécessité de répartir le trafic et de soulager le boulevard de l'Europe. Vous le savez, on ne peut pas faire complètement disparaître le trafic. Alors, il nous faut rechercher ensemble le ou les meilleures solutions. Bien sûr, en tenant compte des problèmes de fluidité, de sécurité, en développant le transport collectif, le vélo, la marche à pied, mais aussi en répondant aux enjeux climatiques, écologiques et réglementaires. Donc, vous voyez, le dossier est plein et entier. Je voulais, pour terminer mon propos, remercier toutes les personnes qui ont participé aux ateliers, qui ont pris sur leur temps pour construire des scénarios, pour s'investir et pour aujourd'hui qu'on voit un peu l'état de la réflexion. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, comme vous le voyez, c'est un processus que l'on présente aujourd'hui et sur lequel on va échanger dans cette deuxième partie de réunion. Voilà. Pour commencer, un bref rappel historique, donc simplement pour vous indiquer pourquoi le projet initial a été suspendu. Lors de la première réunion publique, on nous avait présenté un historique plus complet. Le tribunal administratif de Rennes a annulé deux arrêtés importants pour la poursuite du projet. Donc l'arrêté de DUP, en 2016. La DUP qui avait été prise était jugée incompatible avec le plan d'occupation des sols qui lui-même avait été remis en vigueur à l'époque suite à l'annulation du plan local d'urbanisme. Donc cette annulation a été confirmée par la Cour d'appel de Nantes en 2017. Deuxième arrêté important pour la poursuite du projet concernait la dérogation espèces protégées, qui a été également annulée par le tribunal administratif pour le motif que l'arrêté était insuffisamment motivé. C'est-à-dire qu'on avait un dossier de dérogation qui lui était très complet et comprenait une justification de l'intérêt public majeur du projet. Mais cette justification n'avait pas été reprise dans le corps de l'arrêté préfectoral. Donc la problématique, en fait, au niveau des échanges Est-Ouest restant entière, la collectivité s'est engagée dans la reprise complète des procédures, et notamment dans une concertation publique la plus ouverte possible. Donc, les objectifs de la concertation sont d'une part, alors je ne suis pas sûr que tout le monde voit bien, c'est vrai qu'on s'aperçoit que les cartes sont assez petites au final. Les objectifs de la concertation sont d'améliorer les échanges entre l'Est et l'Ouest de l'agglomération et notamment de favoriser aussi l'accès au CHRU, donc à l'Ouest de l'agglomération, CHRU qui se développe beaucoup. Également le Technopole qui est encore plus à l'Ouest par rapport à Brest. De l'autre côté, on retrouve également toute la zone de Kergaradec, l'aéroport, et sans oublier les échanges avec le pays de Brest. Le boulevard de l'Europe, qui est un des points noirs en termes d'accidentologie au niveau de la métropole, est également à sécuriser. Donc un des objectifs, c'était de réaménager ce boulevard en diminuant la place de la voiture, c'est-à-dire de passer à 2 fois 2 voies circulables à 2 fois 1 voie réservée aux véhicules particuliers, et de donner plus de place au transport en commun, aux piétons et aux vélos. Donc, nous avions également l'objectif de trouver des solutions en cohérence avec les documents de planification, donc le PLU, plan local d'urbanisme, le plan climat, et également en cohérence avec le développement des transports en commun, donc les nouvelles lignes de tramway et de bus à haut niveau de service. Et en 2018, en octobre 2018, donc on a démarré une phase de concertation publique avec pour objectif, dans un premier temps, de prendre connaissance et de partager donc, les enjeux et problématiques du projet. Ensuite, d'éprouver
l'opportunité d'un itinéraire, donc un itinéraire alternatif au boulevard de l'Europe, et d'explorer ensuite les solutions envisageables pour son aménagement. Et dans un dernier temps, donc, que chacun puisse donner son avis sur ces solutions. Donc schématiquement, les différentes phases de la concertation publique. Donc en octobre 2018, la première réunion publique de présentation de la démarche. Ensuite, une première phase de diagnostic, une phase de élaboration de solutions et l'étape actuelle avec la réunion publique d'aujourd'hui. À la suite de cette réunion publique, vient donc un temps où le public pourra à nouveau se prononcer, donner son avis sur les éléments qui vont être présentés ce soir, donc des éléments techniques. Des permanences techniques seront également organisées. Et viendra ensuite le temps du bilan. Donc, ce bilan permettra à la collectivité d'effectuer un choix de tracé. Et donc ce choix de tracé nous permettra d'avancer et de finaliser l'étude d'impact, d'obtenir les autorisations environnementales nécessaires, et enfin on passera après une enquête publique et après les arrêtés correspondants dans une phase plus opérationnelle d'étude de projet et une phase de travaux. Il y a un an, jour pour jour, le 30 janvier de 2019, se tenait une réunion, pas ici, pas dans ce lieu, mais pas loin, de restitution des conclusions qui avaient été menées par le panel de citoyens qui a participé à la concertation. Un an pour jour. Que s'est-il passé avant? Avant, il y a eu une réunion publique le 10 octobre, où vous étiez peut-être déjà présents, mais qui a entamé cette période de concertation, qui a été faite de dialogue itinérant, qui a été faite de réunions de travail et d'échanges. Et pendant cette période, vous avez pu, excusez-moi, mais il y a un bruit assez fort, je vois. Ça marche. Excusez-moi, c'est un peu insoutenable. Donc pendant cette période, il y a eu des dialogues itinérants, des ateliers citoyens, et également des registres d'expression sur lesquels vous êtes exprimés. Une centaine de citoyens qui sont exprimés sur ces et ont participé sur Je participe.brest, et ensuite les ateliers. Pour les ateliers, les premiers ateliers sont déroulés en décembre de 2018. Si on peut passer à la diapo suivante. Au cours desquels on a fait essentiellement un diagnostic. Ce diagnostic a consisté en une visite globale du site, et notamment du CHU, qui nous a accueillis pour nous expliquer son développement, comment il voyait son développement, quelles étaient ses contraintes aussi de gestion du trafic, parce qu'ils ont un trafic qui est assez important et sur lequel on a eu beaucoup d'informations qui nous ont été données. Ça nous a permis également, à l'ensemble des participants, de revisiter leur territoire sous un autre angle, avec d'autres informations. Des informations sur l'occupation du sol, comment était gérée l'occupation des sols, sur les trafics existants et futurs, et de montrer un peu les contraintes du secteur. Cet atelier et cette visite ont permis de s'approprier l'ensemble de ce secteur, et cette appropriation a donné lieu à des thématiques qui sont nées des échanges qui ont eu lieu. Et les thématiques, bien sûr, sont arrivées sur l'environnement, la protection de l'environnement, la protection de la vallée de l'Atlantique notamment, mais pas que, également sur le boulevard de l'Europe, sur la mobilité et la sécurité, dont on a beaucoup parlé, et notamment sur les voies douces, le vélo, la marche, qui est actuellement pas trop protégé, sur
les mobilités et les accessibilités, comment on va d'un point A à un point B et comment on se déplace sur ce secteur, et sur la mobilité et le cadre de vie, c'est-à-dire comment on vit dans les élèves, comment on vit l'environnement dans lequel on dort, on travaille, on circule, on va faire ses achats, et toute cette matière a été évoquée. Ça nous a permis de passer à un deuxième stade d'atelier où on a approfondi ces notions pour essayer de s'orienter vers des solutions. Et là, on a refait une visite commentée, et cette visite commentée, on l'a faite au travers de la vallée touristique pour bien voir comment elle était faite, de quoi elle était composée, quelle en était vraiment la réalité. Un certain nombre de personnes, bien sûr, la connaissaient très bien, mais d'autres la connaissaient beaucoup moins bien, et ça nous a permis de partir à sa découverte, et également, vraiment la revue Trover, et de bien analyser un peu les contraintes de cette voie qui existe, qui est fort fréquentée aujourd'hui, et pour laquelle un certain nombre de mouvements portent un certain nombre de réclamations sur son utilisation. Et de cette visite, on a retravaillé sur un certain nombre de scénarios, et l'ensemble des 30 personnes ont travaillé pour dire quoi? Pour dire que finalement, au niveau des solutions, qu'est-ce qu'on avait? On a optimisé le réseau existant. C'est important d'y penser. On peut éventuellement trouver des solutions sans voie nouvelle, mais avec une optimisation des réseaux existants. Bien sûr, restait la solution vallée touristique, qui est une solution de base, qui avait déjà été étudiée et qui n'était pas forcément abandonnée pour autant. Le sujet de la requalification du boulevard de l'Europe, qui est un boulevard qui est extrêmement emprunté aujourd'hui et qui est mal vécu par la population qui l'entoure et qui l'habite, et sur lequel un certain nombre d'habitants ont souhaité qu'on travaille sur son requalification. Et bien entendu, du coup, d'autres idées sont arrivées. Pourquoi pas travailler sur l'idée d'un tunnel? Un tunnel qui permettrait de faire passer tout le trafic de transit d'un côté à l'autre sans embêter la population et sans emprunter une voie dans la vallée touristique ou ailleurs. Ou d'autres idées, comme requalifier certaines voies et ne pratiquer la vallée touristique que par une voie douce qui l'emprunterait, qui permettrait à d'autres circulations est-ouest. Donc ces ateliers, on n'a pas pu en même temps en faire la restitution. Donc on s'est donné une troisième possibilité de rencontre, le 30 le 30 janvier, donc il y a un an, pour faire cette restitution. Cette restitution, dans ceci, il y a une synthèse du diagnostic. Synthèse du diagnostic qui a dit quoi principalement? Que les transports en commun représentaient un faible pourcentage dans la mobilité. Là on voit 8% à l'époque, ça n'a pas dû bouger beaucoup aujourd'hui. On parlait déjà du tram et de nouveaux moyens de circulation en commun. C'est posé la question, mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce qu'on va avoir de nouvelles lignes de tram? La part faible du vélo est aussi apparue comme étant quelque chose d'important, mais qui était peut-être dû également à la faiblesse des installations et des équipements. D'autres parties du diagnostic, comme la forte urbanisation qui existe déjà, a été fortement appréhendée. Alors globalement, pendant toute cette période, les participants se sont dit quoi? Ils se sont dit qu'il voulait une grande transparence dans les études qu'on avait fait, une grande transparence dans l'objectivité, de bénéficier d'un état des lieux, un vrai état des lieux. C'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui avec des perspectives qui ont été étudiées. Et de se projeter aussi, c'est-à-dire, on n'avait pas encore parlé, mais quel est le rôle de la RD 67 dans le fonctionnement? C'est-à-dire d'aller au-delà d'un simple nouvel itinéraire
de se projeter avec d'autres moyens. L'optimisation du réseau, le boulevard de l'Europe, l'avenir de l'Ambézélec, c'est-à-dire qu'un équipement peut aussi détruire un centre commercial comme celui, un espace commercial, un espace centre-ville comme celui de l'Ambézélec, qu'il s'agit d'améliorer plutôt que de l'enfermer, soulager le trafic, etc. Tous ces points ont été abordés avec les personnes. Ce qui nous fait que l'ensemble des contributions nous ont amené à favoriser l'ensemble de ces propositions. Bien sûr, la solution de la vallée du Restic est évoquée par 21% des personnes. Garantir la qualité de vie et l'environnement, qui est un sujet qui est important pour 21% des personnes. Optimiser l'existant et les modes doux, qui apparaît comme étant une des phases essentielles du développement à venir. Le choix d'un tunnel et les différentes autres solutions, type contournement via l'air, qui est souvent fait, et les solutions mixtes. C'était une période très riche en idées, et on peut remercier les personnes qui ont participé à ces ateliers pour nous avoir donné du temps, des idées, pour avoir partagé avec l'ensemble de l'équipe sur ces sujets. Donc, de ce travail réalisé au niveau des ateliers, donc on a déduit un certain nombre de tracés que je vais vous présenter maintenant. En préalable, alors je vais essayer de ne pas vous perdre. Peut-être comme ça. Donc tout ce qu'on voit en rosé, c'est-à-dire le boulevard de l'Europe ici et la RD 67 ici, sont des éléments, des axes qu'il a été jugé essentiel sur lesquels il a été jugé essentiel de travailler. Dans un premier temps, peut-être la RD 67, redonner de la fluidité à cet axe. Et donc, un travail a été fait en lien avec le département au niveau donc des études, au niveau des carrefours, principalement. Donc, dans le but, encore une fois, de redonner de la fluidité. Deuxième point, essentiel, le boulevard de l'Europe. Donc, une requalification du boulevard de l'Europe. Je vais sans doute me répéter, mais requalification, donc ça veut dire réduire la place de la voiture et donner plus de place pour les transports en commun, les piétons et les vélos. Une chose aussi importante, c'est que cette requalification permettrait une desserte plus meilleure, on va dire, une plus grande desserte du CHU par les véhicules de secours qui pourraient emprunter donc, les voies bus. Ensuite, les 6 scénarios. Alors je dis 6 scénarios, je vais vous présenter d'abord les 5 scénarios qui sont issus des ateliers, et un 6e que je vous présenterai à suivre. Donc le scénario 1, on va partir de l'Est, on va partir de la voie express, la RD 112. Donc serait créé ici un point d'échange, donc il sera détaillé tout à l'heure. Donc certainement une place à feu. Donc le scénario 1 partirait de ce nouveau point d'échange, passerait au nord de la clinique de Kérodrin, emprunterait donc la route de Rock-Glace en partie, passerait ensuite par la vallée du Restic et viendrait se raccorder au niveau du giratoire de Kérizac. Scénario 2, part également du nouveau point d'échange, passe au nord de la clinique de Kérodrin et emprunte la route de Rock-Glace jusqu'au rond-point du Tromeur ici. Et emprunte ensuite la route du Tromeur pour se raccorder sur le rond-point de Kérizac. Donc du rond-point de Kérizac, on arrive sur en fait le tronçon qui a été réalisé jusque-là, tronçon de la voie nord-Ambézélec. Voilà. Le tracé numéro 3. Alors le 3 et 4, on voit que ce sont des tracés qui empruntent principalement
des voies existantes. Donc défausser le squat Carvao. Pour le scénario 3, il se raccorde donc ici à l'est au niveau de la voie express par le biais de bretelles, donc pour une existante et pour l'autre à créer. Le scénario 4, lui, se raccorde au niveau du point d'échange dont je parlais tout à l'heure, place à feu, et donc emprunte la route Ernestine de Trémaudan et passe au nord de la clinique de Kérotra. Le scénario 5 emprunte également, passe au nord de la clinique de Kérotra, et ensuite traverse des zones actuellement agricoles, donc jusqu'à un tunnel qui franchirait la vallée du Restic. Il ressort à l'ouest de la vallée du Restic pour se raccorder au point de Kirizac. Donc le scénario 6 dont je parlais tout à l'heure, c'est un scénario qui a été rajouté par la collectivité dans le but de l'étudier, qui regroupe le tracé numéro 2, donc par la rue du Trôneur, et le scénario numéro 4 par l'axe défaussé, le squat Carvao. Je ne suis pas sûr d'avoir d'autres éléments à ajouter. Donc, l'ensemble de ces tracés ont ensuite été étudiés par les bureaux d'études, donc qui vont prendre la parole tout à l'heure, donc d'un point de vue de la circulation et d'un point de vue de l'environnement, et aussi le cadre de vie. Voilà, donc je vais passer la parole à Aurélien Poulon du bureau d'études SCL. Excusez-moi, vous pourriez faire une loupe sur le centre, parce qu'on ne voit rien sur votre écran. Agrandir le centre de vos projections. Je vais refaire des zooms sur les scénarios. Ah oui, parce que là, on Je est. les ferai pendant la présentation. Merci. Donc, bonsoir, moi, je vais vous présenter la partie technique étude de circulation. Donc avant de rentrer dans le détail des différents scénarios, je vais faire un préambule sur pourquoi on fait une étude de circulation et quelle est la méthode généralement utilisée pour faire ce type d'étude. Donc je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir ce type de présentation, donc je souhaitais faire ce préambule. Alors pourquoi réaliser l'étude de circulation? Tout d'abord pour mesurer en fait l'impact des aménagements qu'on va tester, donc des infrastructures routières, ici la VNL, en termes de dynamique de report d'itinéraire. Donc là on va créer une infrastructure, on va aménager des voies existantes. Ces infrastructures vont aller capter un trafic supplémentaire, et donc ce trafic supplémentaire circule aujourd'hui sur d'autres axes qui vont avoir leur trafic soit qui va augmenter, soit qui va diminuer. Donc ce sont bien ces dynamiques de report d'itinéraire qu'on va essayer d'être en évidence. Ensuite, on va essayer d'identifier, l'impact des différents scénarios de la DNL sur les conditions de circulation futures. Donc on va comparer ces scénarios au travers d'indicateurs quantitatifs et notamment les temps de parcours en voiture. Donc à partir de ça, en fait, cette étude permettra aussi de guider le choix d'un scénario sur cet aspect trafic. Ensuite, cette étude qui est réalisée à des horizons futurs, on verra tout à l'heure, on a deux horizons, 2028. Donc l'horizon 2028, c'est l'horizon, l'hypothèse de mise en service, et 2038, qui est l'horizon 10 ans après la mise en service. Donc à ces horizons projetés, on prend en compte d'autres projets qui peuvent impacter le secteur, qu'on appelle les projets connexes, et notamment on prend en compte le tramway ligne 2 en tant qu'hypothèse de travail, et le BHNS de Landais-Zélic. Sont également pris en compte les évolutions démographiques. Évidemment, en 2028, en 2038, la population ne sera pas la même qu'aujourd'hui. Donc on prend en compte les évolutions qui sont liées aux constructions de logements à venir sur le territoire. Donc des hypothèses d'augmentation de la population sur le territoire. Qui dit augmentation de la population, dit augmentation de la demande de mobilité. Donc augmentation de la demande de déplacement en voiture, mais également en vélo, en bus, etc. Donc des évolutions de la population et des évolutions des comportements. Ce qui est vraiment pris en compte ici, c'est l'évolution de l'usage de la voiture. Donc, quelle est la part de la voiture particulière dans vos déplacements dans l'avenir? Est-ce que vous allez continuer à l'utiliser autant qu'aujourd'hui ou un peu moins, comme la tendance qui est observée les années passées? Donc, toutes ces hypothèses sont prises en compte dans cette étude.
Alors les grandes étapes d'études, rapidement, les études de trafic sont basées sur des outils mathématiques, donc des modèles de trafic qui sont mis en place, qui sont calibrés, donc c'est ce qu'on appelle l'étape de calage. Donc on va représenter avec l'outil la situation actuelle, donc les trafics qui circulent sur les réseaux, les conditions de circulation, les temps de parcours actuels, là où il y a de la congestion, donc les carrefours qui sont problématiques. Je pense notamment à Pénarcleuse aujourd'hui. Ensuite, on va constituer ce qu'on appelle une situation future de référence, donc pour les deux horizons 2028 et 2038. Donc on va avoir une image des trafics à ces deux horizons dans une configuration sans projet réel pour voir ce qui se passe si on ne fait aucun aménagement. Et ensuite, on va tester les différents scénarios à partir de ces outils aux deux horizons d'études. Et donc analyser ces scénarios. Alors, pour faire uniquement une synthèse de l'étude, parce que sinon ça va être trop long, ce qu'on va vous présenter ici, c'est uniquement l'horizon 2028, et pas le 2038, et uniquement pour l'heure de pointe du matin. Donc tous les résultats seront dans le rapport qui sera public. J'ai évoqué la prise en compte des évolutions de population et des évolutions comportementales. Donc à partir de ces jeux d'hypothèses, on a défini deux grandes hypothèses. Une hypothèse tendancielle, où on considère que les évolutions qu'on a observées les années passées en termes de comportement, d'usage de la voiture et d'évolution de trafic allaient se poursuivre dans l'avenir. Et donc cette hypothèse tendancielle aboutit à une augmentation du trafic sur le périmètre de l'étude de 10%, 11% entre 2018 et 2028. Donc une croissance du trafic, prenant en compte évidemment tous les flux qui vont transiter par le territoire. Les gens qui viennent du pays de Brest, par exemple, qui vont aller rejoindre le centre de Brest, sont pris en compte dans ces pourcentages d'évolution. Un autre scénario a été étudié, qu'on appelle volontariste, où cette fois on a une hypothèse plus forte en termes de baisse de la part de la voiture dans le déplacement. Et donc là, en 2028, on a une baisse de 1% du trafic. Si on regarde par exemple l'hypothèse volontariste en 2038, la baisse de trafic est de l'ordre de 8%. Donc on a une baisse par rapport à aujourd'hui selon ce scénario. Pour simplifier encore la présentation, là je vous présente uniquement les résultats avec l'hypothèse tendancielle. Alors, un rappel des scénarios. Je vais zoomer. Donc, Arnaud l'a évoqué tout à l'heure, on a une requalification du boulevard de l'Europe qui est prévue. Donc, vous avez ici Pénarcleuse, ici l'échangeur de Kergueradec, le boulevard de l'Europe qui est là, et donc une réduction de la capacité de ce boulevard à écouler un certain trafic, avec la suppression du voie de circulation dans le projet VNL, pour pouvoir sécuriser les flux et faire passer des bus et des vélos. Donc le fait de pincer en fait le boulevard de l'Europe va induire des dynamiques de report d'itinéraire. On pourra faire passer moins de véhicules ici. Donc certains véhicules vont se reporter sur la traversée de l'Ambézélec par Carbao, le squat défoncé, également sur la VNL, et certains véhicules vont se déplacer sur la V67. Donc ce sont des reports en cascade qui sont observés pour que chaque personne prenne l'itinéraire qui sera le plus rapide pour lui. Donc ça, c'est un modèle qui permet un peu de quantifier ces reports-là. Une précision pour compléter la présentation des scénarios. Différents aménagements sont pris en compte en tant qu'hypothèse dans l'étude, notamment l'aménagement de certaines places à feu. Une place à feu au niveau du Torken, qui est aujourd'hui un giratoire, en tant qu'hypothèse de travail. Également, donc ça c'est un gros travail, une place à feu à la place du giratoire de Pénarcleuse, qui aujourd'hui pose des problèmes d'insertion avec des vitesses très élevées sur le giratoire. Donc des études un peu locales ont été faites pour voir si ces aménagements amélioraient la situation. Et effectivement, une place à feu au niveau de Pénarcleuse permettrait d'avoir une meilleure fluidité. Donc comme hypothèse, cela a été pris en compte ici. Un zoom sur le point d'échange entre la VNL et la 2x2 voies et la D112 ici. Donc on voit ici la D112, l'échangeur de Kergueradec. Ici, excusez-moi, vous ne voyez pas le pointeur.
bloqué. Donc le tracé actuel de la D112, si vous descendez, vous arrivez à Benarcleuse, ici c'est la... Donc ici le tracé actuel de la D112, ou si on descend on arrive à Benarcleuse, ici la clinique de Carodrin. Donc le projet c'est de ramener la D112 comme ça, avec un itinéraire comme ça, qui passerait par la place à feu, et qui serait relié ici au giratoire avec la rue, ici Aristide de Trémaudan, ici la voie commune numéro 5, avec un carrefour à feu qui serait aménagé ici. Donc voilà, c'est l'hypothèse qui a été prise. Et ça concerne les scénarios 1, 2, 4 et 5. Le 3 ne passant pas par là. Donc le 3 ne passant pas par ce barreau qu'on appelle le barreau de Carodrin, ici. Alors cette première slide, donc ça c'est un travail de synthèse issu du modèle de trafic, permet de présenter le trafic qui va être capté par la VNL, donc à l'heure de pointe du matin, à l'horizon 2028, selon l'hypothèse tendancielle, selon les différents scénarios. Ces analyses sont faites pour les 6 scénarios et ça permet en fait de mesurer l'attractivité de la VNL en termes de trafic. Donc là, on voit ici, on a le tracé de la... On a le tracé de la VNL selon le scénario 1 par la vallée du Restic. Et donc, avec ici le trafic qui est capté, 1300 véhicules heure. Donc sur une heure, 1300 véhicules qui sont captés, 200 sont fondus. Donc c'est un trafic assez important. Donc ça montre l'attractivité de l'infrastructure en termes de demande de trafic. Et ici, sur la route de Roglas, qui est empruntée par la VNL, une augmentation de 750 véhicules heure par rapport à la situation actuelle. Donc évidemment, on voit qu'il y a une concurrence entre un tracé qui passe par la VNL et par la vallée du Restic, et des véhicules qui aujourd'hui peuvent emprunter la route de Roglas et la route du Trover en passant par le rond du Trover. Donc des véhicules qui aujourd'hui passent par là vont demain passer par la vallée du Restic, et donc avec une baisse de trafic importante ici, de l'ordre de 700 véhicules heure sur la route de Roglas et 400 véhicules heure soustraits sur la rue du Trover Nord. Le scénario 2, donc, qui emprunte la route de Roglas et la rue du Trover, à l'inverse, voit son trafic augmenter sur le secteur du rond-point du Trover, avec environ 250 véhicules heure supplémentaires sur Roglas et 100 véhicules heure supplémentaires sur le Trover. Donc là, le tracé par Roglas et Trover étant plus long que le tracé par la vallée du Restic, en termes de linéaire et de temps parcours, le trafic capté est bien plus faible dans ce cas-là que dans le cas du scénario 1. Un élément important, quel que soit le scénario étudié, on vient ici enlever le pôle de circulation, on va avoir des véhicules en plus qui vont circuler ici, sur Carbao, Los Squat et des fossés, quel que soit le scénario étudié. Donc ça on verra tout à l'heure. Si on regarde le scénario 3, donc qui emprunte Carbao, Los Squat et des fossés, on a une augmentation de trafic qui est assez importante. Donc là on a environ 600 véhicules heure supplémentaires en traversée dans des ailettes sur ce tracé-là. La spécificité de ce scénario, c'est qu'on a un échangeur qui est réaménagé ici, avec une nouvelle bretelle, qui permet en fait de rejoindre la D112 depuis Carbao par exemple, et on pourra ici tourner à gauche et rejoindre la D112 direction nord. Donc aujourd'hui, des personnes qui font ça pour rejoindre la D112, demain pourront passer par le 301 de la VNL, et puis ici, prendre l'échangeur et tourner à gauche. Donc là, on a environ 700 véhicules qui sont captés par cette nouvelle bretelle. Le scénario 4, donc, qui emprunte également Los Squat, Carbao des fossés, 500 véhicules captés en plus, c'est vraiment des véhicules en plus par rapport à la situation
2028 sans aménagement. Et donc ce sont des véhicules qui vont notamment passer par là pour aller rejoindre la caverne. Le scénario tunnel qui capte 1500 véhiculeurs dans le tunnel, avec une augmentation de trafic de l'ordre de 900 véhiculeurs sur la section de la route de Euroglace aujourd'hui. Et comme pour le scénario 1, une baisse de trafic sur Euroglace ouest et Troller nord. Donc le tunnel, c'est celui qui est le plus performant en termes de trafic, parce qu'on roule à 70 km/h, le tracé est le plus court, donc c'est vraiment le plus intéressant si on regarde uniquement la zone de trafic. Et le 6, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que la conclusion, c'est un peu la synthèse du scénario 2 et du scénario 4. Donc avec une augmentation de trafic sur le secteur du rond-point du Troller et une augmentation sur la traversée de l'Ambézélec est-ouest. Donc là, on a vu les impacts sur la VNL. Maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe sur les voies adjacentes. Donc, on va commencer par la D67, qu'on voit ici. Donc, quel que soit le scénario, du fait de la réduction du nombre de voies sur le boulevard de l'Europe, on va augmenter le trafic sur la D67. Arnaud l'a dit en introduction, on va aller aménager dans tous les scénarios de la D67, avec des traitements des carrefours giratoires qui vont permettre d'améliorer la fluidité de ces giratoires avec des voies de Chinte, par exemple, avec des élargissements, des deux voies entre les carrefours, par exemple, pour augmenter la capacité. Et en fait, on se rend compte que cette capacité est rapidement utilisée par des véhicules supplémentaires qui vont s'y reporter. Et donc, quel que soit le scénario, on a des trafics en plus sur les 67, notamment pour le scénario 3, tout simplement parce que le scénario 3 est celui qui est le moins performant au niveau de la VNL, et donc où les véhicules vont le plus rester sur les infrastructures concurrentes. Concernant le boulevard de l'Europe, quel que soit le scénario du fait de la mise à 2 points de voie, on a une baisse de trafic. Donc forcément, on ne pourra pas écouler autant de trafic aujourd'hui que certains usages vont passer ailleurs. Cette baisse de trafic est de l'ordre de 600 véhicules, 650 pour les scénarios 1, 2, 4, 5 et 6. Et pour le 3, la baisse est un peu moins forte. Donc il y a plus de véhicules qui restent sur l'itinéraire boulevard de l'Europe, parce que par le tracé VNL numéro 3, on est moins attractif et le temps de parcours est moins intéressant. Sur Carvao, le squat des fossés, quel que soit le scénario, on a une augmentation du fait des bascules de l'Europe vers l'itinéraire. Et cette augmentation, évidemment, est très forte pour les scénarios 3 et 4 qui passent justement par cette infrastructure. Donc avec 600 véhiculeurs en plus pour le 3 et 500 pour le 4. Le seul qui a peu d'impact, en fait, c'est le 5, parce que le tunnel est tellement attractif que peu de véhicules vont choisir de rester sur les infrastructures existantes. Dernier point, sur la rue du Troller Nord, sur les scénarios 1 et 5, donc on a une baisse de trafic ici, alors que sur les scénarios 2 et 6, on a un trafic qui augmente de manière assez forte sur le secteur du rond-point du Troller. Donc voilà pour une synthèse vraiment des résultats issus du travail de modélisation. Maintenant, je vais vous montrer une carte qui est un petit peu plus technique. Ça, c'est vraiment un extrait brut du modèle qui a été mis en place, qui permet d'identifier en fait l'origine-destination des flux qui circulent sur la VNL demain. Donc là, je regarde ici, je suis sur la route du Euroglace, avec ici, en exemple, on a pris le scénario 1, vallée du Ristic, l'infrastructure est là, la route du Euroglace ici. Là, on arrive sur la D112, avec ici Carvao. Et donc avec cette image, je regarde sur les flux qui circulent ici, environ 1050 véhicules. Je vois que j'en ai 25% qui vont arriver à peu près du rond-point du Troller et 75% qui vont arriver du barreau vallée du Ristic. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y en a 20% qu'on va voir en amont qui vont venir du pont de la Villeneuve et qui sont passés par les 80 pour se retrouver ici. Donc ça, c'est pour ce qui se passe en amont. Et en aval, on voit que ces véhicules s'orientent pour partie, environ 20%, vont tourner à droite vers la rue Ernestine de Trévenant, pour ensuite aller rentrer dans la zone de Kergaradec. On va en retrouver ensuite environ 20 à 25% au niveau du rond-point de Carvao, et une partie, 25% également, va continuer vers Prat-Pit et l'Envie. Donc ces outils-là, ça permet vraiment de comprendre
le type de flux qui va être attiré par cette infrastructure. Donc à partir de cet outil, on a également pu comparer avec les indicateurs quantitatifs les différents scénarios. Donc là, vous voyez les temps de parcours. Donc temps de parcours pour il y a 4 vents ici en passant par la VNL direction Carvao. Et donc on a des résultats assez contrastés selon le scénario que l'on observe, avec un temps de parcours de 11,5 minutes à l'heure de pointe du matin pour le scénario 1. Pour le 5, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Par contre, à l'inverse, quand on regarde le scénario 3 et 4, qui empruntent l'Osquat, Carvao et des fossés, on est aux alentours de 10 minutes. Donc on a vraiment des résultats très contrastés en termes de temps de parcours selon le scénario qu'on observe. Donc là, c'est vraiment c'est difficile de conclure à partir de ça parce que c'est que l'heure de pointe du matin, que une hypothèse, que 2028, que un sens, encore une fois. Donc il faudra aussi regarder l'heure de pointe du soir, mais ça donne aussi une première idée de comparaison. Donc pour conclure, les scénarios les plus attractifs, en tout cas du point de vue volume de trafic, c'est bien les scénarios 1 et 5. Les 3 et 4, ce sont ceux qui présentent les temps de parcours les plus élevés. Dans tous les cas, quel que soit le scénario observé, on a une augmentation de trafic sur les 67. Cette augmentation est particulièrement forte pour le scénario 3. A l'inverse, on a une diminution de trafic sur le boulevard de l'Europe, quel que soit le scénario observé. Donc cette diminution de l'ordre de 25% pour le scénario 3, de l'ordre de 30% pour tous les autres scénarios. Dans tous les cas, on a une augmentation de trafic sur Carvao, le squat et les fossés. Augmentation plus forte pour les scénarios 3 et 4. Et sur le secteur du trôneur, le scénario 2 et 6 pour impact une augmentation de trafic sur le secteur. Donc voilà pour ces grandes conclusions. Le détail sera présenté dans le rapport, encore une fois, qui sera public. Et pour finir, pour conclure, donc là, des hypothèses ont été prises pour cette étude de trafic. Donc on est obligé de prendre des hypothèses avant de lancer nos tests de scénario. Ça ne veut pas dire que les choses sont figées. Donc on a aussi des pistes de réflexion. Là, je vous présente une, avec l'exemple du scénario 4. Donc on voit un tracé du scénario 4 qui va emprunter le barreau de Carodrin pour ensuite aller rejoindre la rue Ernestine de Trémaudan et la traversée de Jean-Zélec. Dans ce scénario, en fait, je ne l'ai pas évoqué en introduction, mais la bretelle actuelle de sortie Carodrin est supprimée. Donc on ne pourra plus sortir ici pour aller par exemple à la clinique. Donc vous sortirez ici. Donc ça veut dire qu'au niveau de ce carrefour qu'on a considéré comme un giratoire, on va avoir beaucoup de véhicules qui vont tourner à gauche. Et donc au niveau du giratoire, quand on a un flux majoritaire par exemple qui tourne à gauche, ça veut dire qu'on va avoir des remontées de fils qui vont se constituer sur la route de remplace, parce qu'on ne pourra pas s'insérer du fait de la priorité sur la route. Et donc avec une congestion à prévoir ici sur ce carrefour assez importante. Et donc l'idée ce serait en piste de réflexion peut-être d'aménager un carrefour à feu ici, qui pourrait être synchronisé avec le carrefour précédent de l'A112, pour avoir en fait un équilibre entre les flux et ne pas avoir réduire la montée de fil. Ça, ce sont des pistes qui doivent permettre d'aller faire progresser les scénarios dans la suite des études. Merci à tous, je passe la parole à Merci M. Coulon. Donc avant de passer la parole, maintenant on va voir comment ces scénarios se comportent vis-à-vis de l'environnement et du biotope. Camille, vous avez la parole. Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter la partie analyse des enjeux. Moi, j'interviens avec Biotope dans la partie dossier réglementaire qui permettra d'obtenir les autorisations environnementales. Donc là, on en est à la
des choses. L'année dernière a été réalisée l'étude Les inventaires faune-flore sur toute l'année dernière. Suite à la concertation on a commencé à étudier les différents tracés. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui avec une première analyse des enjeux sur lequel on a gardé que certains enjeux qu'on a regroupés sur le milieu physique, biodiversité, sécurité, déplacement et cadre de vie. Bien sûr, une analyse plus fine sera faite sur tous les enjeux, paysages, qualité de l'air, d'une étude d'impact classique par la suite. Donc ces enjeux, on les a caractérisés à chaque fois de négligeables à forts. Sur le milieu physique, on a regardé deux critères, les terrassements et la partie hydraulique. Ce qui ressort pour les terrassements, c'est pour le scénario 5 de tunnel. Ce scénario engendrera des terrassements énormes pour lesquels il faudra trouver des zones de stockage. En tout cas, le devenir de ces terres, il faudra qu'elles soient étudiées très en amont, avec potentiellement des mesures compensatoires sur les zones de stockage. En tout cas, il faudra faire des inventaires sur les zones de stockage étudiées. Ensuite, sur la partie hydraulique, on a regardé les traversées des vallées naturelles. Donc sur les scénarios 1 et 5, on traverse deux vallées, la vallée du Restic et la vallée verte. Sur les scénarios 2, 4 et 6, du coup, on traverse la vallée verte. Alors sur le scénario 3, on est uniquement sur des ouvrages existants qui pourront être modifiés, mais avec un impact déjà existant en tout cas. C'est la parole pour la partie biodiversité. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Pierre Lisco, je représente le bureau d'études Biotope. Donc on intervient avec Arcadis spécifiquement sur le volet biodiversité. Donc rapidement, avant de parler du contenu de la diapo, on a mené des inventaires sur l'année 2019, donc à peu près 10 mois d'inventaire. Ça a débuté en janvier et ça a fini quasiment fin septembre. Donc notre mission c'était de caractériser une zone d'étude qui fait à peu près 110 hectares, aussi bien du point de vue des habitats naturels, de la flore, de la faune et des zones humides. Donc je pourrais détailler un petit peu plus les inventaires tout à l'heure si c'est nécessaire. Donc cet indicateur biodiversité en fait il regroupe, comme l'expliquait Camille, plusieurs métriques, donc principalement des caractérisations spatiales d'habitat naturel, mais aussi des inventaires de faune plus ponctuels avec des techniques qui sont adaptées à chaque fois à chaque groupe cité. Alors quand on regarde les 6 scénarios, l'enjeu c'est finalement la valeur. C'est pas un impact pour l'instant. On est en train de mesurer la valeur patrimoniale en fait de la biodiversité. Dans des phases ultérieures, on étudiera l'impact de chaque scénario. C'est pour ça que c'est en vert, d'ailleurs, c'est plutôt l'enjeu, c'est quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on peut perdre au maximum dans le projet? Alors évidemment, les scénarios 1 et les scénarios 5, ce sont les scénarios qui regroupent le plus d'enjeux, puisque quand on regarde les tracés, on est obligé de traverser deux zones humides, la zone humide du Restic et la zone humide de la vallée verte. Donc évidemment, on a plus de destruction d'habitats naturels, des habitats naturels plus intéressants, des habitats naturels qui ont un rôle pour la faune, donc c'est pour ça qu'on est sur des enjeux plus forts. Sans surprise, le scénario 3, il emprunte des voies existantes principalement, donc on a peu de destruction de patrimoine naturel, on va réaménager des espaces urbains, donc il y a finalement des enjeux en biodiversité qui restent limitants. Puis les scénarios 2, 4 et 6 sont un petit peu intermédiaires, notamment parce qu'on a quand même la partie vallée verte sur laquelle il faudrait passer. C'est
la route qui en a un, je crois. Donc ça occasionne, ça augmente le niveau d'impact à un niveau international. Alors si on peut regarder rapidement sous forme de carte. Alors voilà, ça c'est la zone d'étude qu'on a considérée, à peu près 110 hectares. Vous n'avez pas les tracés dessus, mais on les imagine bien, puisqu'on a encore en tête les différents tracés tout à l'heure sur la même zone d'étude. Les enjeux écologiques sont principalement localisés à l'ouest de la zone d'étude, surtout sur la vallée du Loistic, parce qu'on a beaucoup de zones humides en fait. Un petit peu sur la vallée verte, c'est une zone humide qui est quand même moins importante. Et puis la partie centrale, qui est surtout agricole, c'est des enjeux écologiques qui ne sont pas négligeables, mais qui sont quand même moins importants. Sur la partie volet humain, on a regardé les déplacements de sécurité, donc tout ce qui est vraiment lié au trafic, ça a déjà été présenté avant. On a aussi regardé la continuité cycle et piéton, donc qui se ferait via la vallée du Loistic pour le scénario 1 et le scénario 5. Se ferait également par la vallée du Loistic pour le scénario 2. Par contre, sur le scénario 3 et 4, si on imagine une volonté d'avoir quand même un aménagement le long de la voie, au niveau du secteur de l'Osquat-Kervao, les emprises routières sont insuffisantes pour faire des pistes cyclables et mode actif. Pour ce qui est de la sécurité, on peut imaginer que amener un trafic supplémentaire sur des voies existantes peut être source d'accidents supplémentaires au niveau des intersections et des passages piétons, alors que sur des aménagements neufs, c'est plus facile de limiter les accès et de faire vraiment des aménagements sécurisés. Pour la partie cadre de vie, on a regardé les enjeux en termes de nuisances sonores liées à l'augmentation de trafic. Pour l'instant, juste une analyse qualitative a été faite. Dans le cadre d'une étude d'impact sera fait un état initial avec des mesures et une modélisation avec un projet bien précis. Là, ce qu'on a juste regardé, c'est en fonction du trafic et de l'augmentation de trafic attendue, quelle augmentation de nuisances sonores ça peut amener. Donc, au niveau, ce qu'on a mis en vert foncé, c'est là où les enjeux sont les plus importants, c'est-à-dire où il y a une augmentation du bruit les plus importantes. Donc, scénario 1, c'est au niveau de la rue de la Noé, également pour le scénario 5. Le scénario 2, c'est au niveau également de la rue de la Noé et de la rue du Trômeur. Sur le 3 et le 4, il y a des augmentations attendues, mais qui sont moins fortes que sur les scénarios 1, 2 et 5. Et le scénario 6, vu que le trafic est réparti sur plusieurs voies, les augmentations sont plus faibles. Donc on a remis ici la synthèse des enjeux, avec pour rappel en vert foncé c'est les enjeux forts, en vert presque blanc c'est négligeable. On a également mis des fourchettes des coûts. Donc ces fourchettes de coûts sont bien au stade préalable, ça reste une fourchette d'estimation. Et dans ces estimations ne sont pas considérés l'aménagement du boulevard de l'Europe, ni de la D67, qui sont des invariants de toute façon. Donc ça permet quand même de voir un peu que
que le scénario 3, par exemple, est quand même le moins coûteux et que le scénario du tunnel serait le plus coûteux. On a aussi regardé comme critère le respect des objectifs attendus par ce projet. Donc, deux des objectifs étaient de mettre en cohérence les infrastructures par rapport aux évolutions des déplacements et de l'urbanisation, et également de prendre en compte le développement des transports en commun. Donc, ces deux objectifs sont respectés par tous les scénarios. Donc, on ne les a pas présentés là. L'objectif de requalification du boulevard de l'Europe est également respecté par tous les scénarios. Par contre, l'amélioration des échanges Est-Ouest, comme on a pu le voir dans la présentation avant, sur les scénarios 3 et 4, on a pu voir qu'ils étaient moins attractifs et qu'il y avait un temps de parcours moins intéressant que sur donc, le scénario d'aménagement neuf, qui était les plus intéressants et le mieux à cet objectif, et plus nuancé sur les scénarios 2 et 6. Merci Madame Rouet pour ces explications. Merci messieurs. Maintenant, on va vous donner la possibilité de vous exprimer. Les débats sont enregistrés. Donc, je vous demanderai, lors de vos explications, de vous présenter et dire pour quel titre vous exprimez, d'une part. D'autre part, on va essayer, compte tenu de tout ce qui vous a été dit, essayer de scinder un peu les questions. Est-ce qu'on peut commencer par notamment tout ce qui est trafic, tout ce qui est trafic et scénario, et de façon à ce qu'on puisse vous répondre et éventuellement montrer, pour ensuite aborder les aspects plutôt environnementaux. Juste une précision à vous apporter, puisque c'est pas évident de suivre comme ça un document qui est diffusé de cette manière-là. Donc, très rapidement, les documents qui vous ont été présentés seront disponibles sur le site jeparticipe.fr, sur le site de la ville de Brest, et vous aurez les documents qui seront en ligne très rapidement sur ce qui vous a été présenté. Ainsi, chez vous, vous pourrez les regarder et vous donner les infos. C'est pas bon pour l'environnement, donc c'est mieux d'aller sur un peu. Merci pour cette précision. Bien, et bien. Bonjour, Michel Boulotte de l'association Brest à Vélo et de l'association Voyage de Bretagne. Je voudrais dire à propos du scénario de circulation de la société SCE que le scénario volontariste de SCE est moins volontariste que le scénario tendanciel du plan climat. Le plan climat, on dit que un scénario tendanciel qui est considéré comme ne respectant pas les exigences de la France en termes de baisse de gaz à effet de serre. Et le seul scénario qui permet de s'en approcher, c'est le scénario qui est considéré comme volontariste par le plan climat, et qui est d'une baisse de 50% de la circulation automobile entre 2021 et 2031. Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur le... Monsieur ? On sait tous qu'il faut avoir une approche globale, un système global. Quand on voit ce genre d'études, ce genre de présentation, on a l'impression que Brest n'a qu'un nord. Or, il y a aussi un sud. Bien sûr, il y a la rade, il y a la mer, mais juste avant la mer, il y a des voies ferrées. Depuis fort longtemps, il y a des voies ferrées.
qui viennent de l'Est, des pays de l'Est. Et depuis fort longtemps aussi, elles sont vides d'ailleurs, il n'y a plus de fret ferroviaire. Alors non seulement il faut y en mettre du fret ferroviaire aux portes de commerce, mais il faut aussi mettre des trains pour les gens, parce que tous les gens qui viendront au travail par le train ne seront pas sur la voie nord et sur le contournement nord. Et j'ai parlé du port de commerce, mais en fait la voie ferrée, elle continue par l'Arsenal. Bien qu'on peut rallier aussi le technopôle, et pas seulement le port, pas seulement l'Arsenal. Donc je demande à ce qu'on étudie aussi ce type de transport, parce que là on a une vue globale. Alors s'il fallait trouver la Bretagne, si elle-même ira trouver la SNCF, on est proactif, on y va. On ne se contente pas de présenter des études et des schémas avec toujours plus de voitures. Même si un jour elles sont toutes électriques ou hydrogène, on peut compter le nombre de cartons qu'il y a. Il y en a moins par semaine maintenant sur la voie rapide nord, à tel point que la D112 et un bon morceau de la N12 ont été intelligemment passés à 90 km/h. Donc là, j'espère avoir été clair, entendu et suffisamment précis. Et puis, le débat est ouvert. Merci. On va prendre quelques réponses et ensuite Moi, je vais répondre sur la première question concernant les hypothèses de trafic, notamment l'hypothèse volontariste. Donc, ces deux scénarios, volontariste et tendanciel, la seule différence, c'est vraiment l'usage de la voiture particulière par les personnes. Et dans le scénario volontariste, on a bien pris en compte les hypothèses qui sont dans le PLU facteur 4, qui considère une baisse de trafic pour atteindre la division par 4 d'ici, je crois que c'est 2050, j'ai un doute, des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce sont ces hypothèses de baisse de la voiture en termes de part modale, donc en termes de pourcentage d'utilisation de la voiture qui a baissé année après année, qui s'est bien prise en compte dans cette hypothèse-là. Donc effectivement, on n'arrive pas à moins 50% de trafic, parce qu'en parallèle, la population augmente, donc on a une demande de déplacement supplémentaire, mais c'est bien en termes de part modale, donc de pourcentage d'utilisation de la voiture que ces hypothèses ont été prises. Et encore une fois, à l'horizon 2038, ça fait une baisse, malgré l'évolution démographique assez importante, une baisse des trafics, je ne sais plus, de l'ordre de 9%. Sur les voies ferrées, enfin, je prends note, mais on a quand même des voies ferrées donc, qui vont, c'est vrai, jusqu'à l'Arsenal, mais après, à l'Arsenal, on est en zone militaire. Pour arriver jusqu'au Technopole, on n'a pas fait de la franchir, on n'a pas d'infrastructure aujourd'hui, on n'a pas de support d'infrastructure en fait, pour aller desservir l'ouest de l'agglomération avec une infrastructure ferroviaire. Quoi. Donc à l'heure actuelle, ces développements-là sont quand même très très hypothétiques. Ceci étant, il y a le développement du tramway qui se fait sur Brest, qui a été engagé depuis 2009-2010 et qui a vocation à se poursuivre. Donc, quand même... Une précision sur ce que vous disiez sur le port, ou en tout cas concernant la voie ferrée, pour faire écho à ce que dit Philippe aussi. On a aussi une contrainte, et on s'en est rendu compte avec le transport en commun classique, c'est qu'on est sur une norme très stricte à cet endroit-là par rapport au nombre de passagers. Si votre idée est de mettre du passager dans les trains, je ne sais pas, parce que si vous l'avez bien précisé ou pas, si c'est du fret ou si c'est aussi du passager, mais sur le site, entre Océanopolis et un peu plus loin sur le port, on est dans un site Céveso, on ne peut pas faire ce qu'on veut, et c'est la campagne électorale, j'ai vu des choses fleurir aussi, avec du trafic de passagers à cet endroit, il faut juste que vous sachiez qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, et qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas faire passer non plus, que ce soit des bus ou autre chose dans ce secteur-là, avec un nombre trop important de passagers, puisque nous sommes dans un site de PPRT, de Céveso, et que les risques technologiques à cet endroit-là sont réels, et
que l'autorité, on touche à une précision, que les autorités ne nous donneraient de toute façon pas l'occasion, l'opportunité de mettre du passager à cet endroit précis du port de commerce étirant de Sanapoli jusqu'au port. Merci. Ouais, monsieur le mandant. Donc, ce projet est donc oui, je présente, je suis un usager de la rue de Carvao. Alors, ce projet devient une nécessité, mais je constate aujourd'hui que la rue de Carvao, entre 7h30 le matin et 9h30, et le soir entre 4h et 6h, il y a de plus en plus de trafic. Il y a de plus en plus de voitures qui font de la vitesse. Alors, ce qui est important, je pense, c'est comment comptez-vous réguler ce trafic, si vous voulez, et limiter les vitesses pour pas qu'il y ait trop d'accidents et que ce ne soit pas dangereux. Merci beaucoup. Madame. Bonsoir, Marie-Louise Bagny, j'habite à Lambézénec. Oui, moi, ce que je pose surtout le problème, c'est parce que j'habite, je ne suis pas la seule, j'habite dans une rue perpendiculaire à la rue de l'Oscotte. Le matin et le soir, aux heures de pointe, il nous est très difficile, surtout quand il faut tourner à gauche, de sortir de cette rue, surtout depuis que l'on a fait le carrefour du quartier de Messiouane. Les voitures passent par là, ensuite elles prennent la rue de l'Oscoine, et nous, on a beaucoup de mal à sortir de chez nous. Donc il y a les rues de l'Oscoine, après il y a le Restic, après il y a un tas d'autres, mais on est très gênés pour sortir, surtout quand il s'agit de partir quand il faut traverser la rue, quoi. Voilà. Alors, j'avais la question. Ensuite, Donc, moi, je m'appelle Léonie, j'habite dans le quartier de Ronclasse. Je voulais savoir surtout les scénarios qui sont envisagés, s'il y avait des aménagements particuliers qui étaient prévus sur les routes, quelle était la vitesse qui était prévue, et s'il y avait quelque chose qui était prévu aussi au niveau du bruit que ça va générer, puisqu'on va décharger le boulevard de l'Europe, j'imagine beaucoup en termes de bruit, notamment par rapport aux ambulances. C'est pour ça que je reporte sur d'autres quartiers, je voulais savoir ce qui était prévu dans ce cas. vous apportez quelques réponses ou non? Oui, bonjour, je suis un habitant proche de la rue du Trômeur. Je suis quand même un peu étonné que ce scénario rue du Trômeur et Ronclasse soit retenu suite à la dernière enquête que vous avez faite en 2011. Vous avez produit un document, les choix du parti, les raisons de choix du parti de l'abandon du tracé retenu. Et ce tracé avait été totalement abandonné. Je vais vous donner quelques éléments de la conclusion. Il est apparu que le site, déjà fortement urbanisé dans lequel s'intégrait le projet de la ligne 2, était générateur de difficultés techniques majeures, ne permettant pas de répondre notamment aux objectifs de sécurité, fluidité, de dessert cycle et de confort acoustique, sauf à des coûts financiers sociaux hors de proportion et d'importance du sujet. Il était notamment question d'exproprier 8 maisons, de les raser, d'achat de 5 000 m² de terrain, de la sécurité. Cette variante délogeait aussi avec les objectifs et le programme de l'infrastructure et ne pouvait être rendu compatible sur ce point avec le PADD et la réglementation sur les rectangulaires. Il y en a plein d'autres exemples. Je ne vais pas vous aboutir avec ça. Mais vous aviez conclu que cette loi n'était pas possible. Enfin, il n'est pas possible de réaliser le retournement par cette voie-là. Je suis un peu étonné de l'organisation. Si on a bien suivi, en fait, on est reparti. En fait, ça c'est ce que vous évoquez. En fait, c'est par rapport au premier projet. C'était des conclusions en fait par rapport au premier projet. Donc, on a fait le choix. Brest Métropole a fait le choix de réouvrir complètement les options. Auxquelles vous avez participé. Donc on a, dans ce cadre-là, réouvert l'ensemble des variantes qui avaient été envisagées, y compris lors de la première phase. Ce qui était apparu lors de la première phase, c'était que, en effet, c'était difficile d'aménager la rue du Trômeur, parce qu'on avait déjà envisagé d'avoir le support d'une piste
pistes cyclables, parce que la loi sur l'air nous impose de faire une continuité cyclable sur l'ensemble de l'itinéraire. Donc évidemment, c'était compliqué d'aménager les pistes cyclables parce que l'emprise de la loi est quand même assez réduite. Donc on avait du mal à le faire. Et on a fait aussi une hypothèse qui s'est avérée fausse. Enfin, on s'est rendu compte qu'elle était fausse parce qu'on a fait depuis des études de circulation. On a considéré en fait que tout le trafic, si on ne faisait pas la variante 1 par la vallée du Restic, tout le trafic passait par la rue du Tromeur. Et que du coup, ça nous entraînait des augmentations de trafic tellement importantes que ça nous obligeait de faire des murs anti-bruit et en effet d'aller chercher des emprises pour aller construire ces murs anti-bruit. Ce qu'a présenté tout à l'heure Aurélien Coulon, c'est que finalement, cette variante-là, du fait qu'elle est moins attractive en termes de temps de parcours, le report de trafic n'est pas de 1300 véhicules à l'heure, il est beaucoup plus faible. Et du coup, on n'est pas contraint, en fait, a priori, à aménager des écrans anti-bruit. Donc, ce qui, c'est simplement l'étude à ce stade-là qui semble démontrer que, c'est pas ce qu'on avait conclu en fait en 2010 n'est pas forcément, ne se retrouve pas forcément les premières conclusions qu'on vous a apportées aujourd'hui. Voilà l'explication. On va continuer à travailler le sujet parce qu'évidemment, cette augmentation de trafic, il faut bien qu'on la mesure de manière plus fine pour être sûr qu'elle ne nous entraînerait pas à faire des murs anti-bruit et donc avec des choses compliquées à mettre en œuvre. Mais on s'était bien engagé à réouvrir toutes les variantes. C'est aussi pour ça qu'on a étudié cette variante 2 et qu'on l'avait dit d'ailleurs dans cette année, qu'on avait réinvestigé en fait l'ensemble des variantes. Alors après, sur les autres questions qui ont été posées, sécurité donc c'est vrai que sur la rue de Carvao, le squat des fossés, on a constaté des augmentations de trafic. On est de l'ordre de 10% d'augmentation de trafic. Donc ça s'explique parce que finalement, il y a eu une première réalisation qui a été réalisée donc, entre le giratoire du Spernote et le giratoire de Messiwal. Du coup, il y a évidemment des usagers qui pour éviter le boulevard de l'Europe, passent par la rue de squat, rue des Fossés, rue de squat, et donc on a des augmentations de trafic. Ceci étant, le traitement des carrefours, on peut l'imaginer soit dans un aménagement, si jamais on faisait un aménagement moyen-rambé par la rue des Fossés, le squat, évidemment il y aurait un traitement de ces carrefours-là, mais même dans le cas où ce ne serait pas l'option qui serait retenue, il y a possibilité d'aménager un peu mieux les carrefours pour faciliter les sorties. Donc le sujet n'est pas fermé et il est possible de résoudre en fait ces situations-là. Alors sur la question de Carvao, des questions de vitesse, classiquement c'est des choses quand même qu'on regarde sur l'ensemble des axes. Donc à chaque fois qu'on a des problèmes de vitesse non respectés, on fait des comptages, on fait des boulots de comptage pour vérifier en fait la réalité des excès de vitesse et on est amené en fait à corriger les situations avec des systèmes qui peuvent être des ralentisseurs. On peut également imaginer d'avoir des contrôles radars pédagogiques, on commence à le déployer. Donc c'est des choses qu'on va regarder. Donc sur la rue Carvalho, je prends note de la question, on va regarder un peu plus près cette question-là, au-delà des questions de Alors, route de Roglaz, c'est des questions qu'on va. Donc, si on allait vers ce type d'option, la route de Roglaz, si j'ai bonne mémoire, c'est l'option 2 et l'option 6 qui ont été présentées. Bien évidemment, la question des vitesses va se poser. Alors, on l'avait envisagé à 70 km/h, si je ne dis pas de bêtises. Alors, aujourd'hui, on est à 50, mais c'est vrai que. Là, on est à 50. Non, c'est pas vrai. À 70. À certains endroits. Oui. La moyenne, avant le carrefour, 70. Oui, il doit y avoir plusieurs sections qui sont réglementées différemment. Et le réel, c'est à 90. Voilà.
Alors, par contre, ce que m'a dit Aurélien Coulon, c'est que ça a été étudié donc, avec une voie à 50 km/h. Et donc là, c'est le détail du projet. Si cette option-là était retenue, donc on aurait, Camille l'a précisé, donc des mesures avant et puis une étude fine donc sur des mesures compensatoires si jamais on était sur une augmentation de bruit de plus de 2 décibels. En fait, c'est ça la règle. Donc, du coup, il faut qu'on mesure exactement en fait, le niveau de trafic. On regarde la configuration de la voie, parce que ça dépend de la configuration de la voie. Évidemment, l'éloignement des habitations, et donc on suit la réglementation. Si jamais avec un 50 km/h et une augmentation de trafic, on se rend compte qu'on augmente de plus de dB en fait, le niveau de bruit, et le projet doit intégrer en fait, soit des écrans anti-bruit, soit des merlons anti-bruit, soit même des mesures en, fait, en face des habitations. Voilà, c'est ça la règle. Un petit rappel de ce qui s'est passé, dans le chemin de Roncas entre le Trôneur et Kérodrin. On nous avait promis que ça serait mis à 50 à l'heure, comme entre Kérodrin et Gouinoux, parce que cette voie est à 50 à l'heure. Vous avez donc, il y avait au niveau de 10 panneaux, limitation à 50 à l'heure, un rappel au niveau de la route de Bonarville de 50 à l'heure, et on a mis un panneau juste avant le rond-point du Trôneur, changement de limitation de vitesse 50 à l'heure. Il a été enlevé 3 semaines après. Par contre, on a enlevé les panneaux de carrefour et on a mis un panneau à 70 à l'heure, juste avant le carrefour de la rue du Restic et la rue de Kérange-Réserve. Et donc un lieu accidentogène. Alors c'est une incohérence totale. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai admiré surtout le panneau changement de vitesse après 3 rappels de 50 à l'heure. Il est enlevé. Bon, autre chose, je voudrais intervenir au niveau des études qui ont été faites. Lors de la consultation, il y avait quelqu'un qui avait suggéré les gens venant de la côte de la partie extérieure à Brest. Par exemple, à l'hôpital, il y a 2000 salariés qui viennent principalement de Mélisac, de Cerdan, etc. Et qui transitent par l'Empé pour aller à la Cavale. Est-ce qu'il n'était pas possible, au niveau de Guillers, de faire une route qui viendrait par l'arrière de l'hôpital pour rejoindre donc le CHU, à partir du parc des expositions de Saint-Fabien? On pourrait amener les gens par là, au lieu de transiter systématiquement par le désert. Parce que là, on parlait surtout de est-ouest. Mais vous oubliez la circulation qui vient du nord et qui va à l'ouest. Parce que les gens habitent à l'extérieur, ils viennent travailler du côté de Cap-Guéravert, pas nécessairement sans toi l'hiver. Et de plus en plus vers Kervaro, vers tous les bureaux qui se sont imposés par là. Et vous ne tenez pas compte justement de cela. Et au niveau de l'urbanisme, on pense route actuellement. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas repenser un peu l'urbanisme de la région? Parce que les gens vont habiter à l'extérieur, donc pas moyen d'avoir des transports collectifs réguliers, alors qu'ils pourraient habiter dans Brest, d'abord, ou la petite couronne, et non pas habiter à le Nélis, Carouan, Issenu, etc. Et ça poserait le problème des routes différemment. Je vais essayer de répondre. Alors, sur la question du 50-70 km/h, on regardera dans le détail, mais on met des fois des panneaux, en fait, quand on fait des changements des panneaux d'information, quand on fait des changements de vitesse réglementaire ou des aménagements, des nouveaux aménagements, pour alerter en fait les usagers qu'il y a une modification des conditions de circulation. On vous explique voilà, peut-être qu'il y a eu un panneau provisoire. On regardera un peu plus dans le détail cette question-là. Sur la question des gens venant de Guillers, Saint-Renan,
temps par l'Ambézélec pour aller à l'hôpital. Là, honnêtement, la RD5, elle arrive en fait sur le sur la place à feu des 4 bancs. Et donc pour rejoindre l'hôpital, on n'a pas besoin de passer par l'Ambézélec directement. On reprend en direction du pont de la Villeneuve et on arrive au CHU. Donc je situe mal en fait la proposition. Et concernant l'urbanisation, la collectivité s'est quand même fortement engagée à densifier en fait l'urbanisation au niveau de l'agglomération pour éviter justement ces trajets domicile-travail entre de l'habitat périurbain et le centre-ville, hein, notamment le quartier de Messiwa qui a été développé justement au droit du tronçon qui a été réalisé en fait, vers notre Messiwa. C'est justement en fait, dans l'idée de resituer en fait de l'habitat sur place, donc pour éviter aussi que les gens aient des difficultés à aller sur leur zone d'emploi, qu'ils soient un peu prisonniers en fait du véhicule particulier pour aller travailler. Et donc évidemment il y a des choses qui se font au niveau du Pays de Bresse avec le SCOT qui cherche justement à corriger en fait ces effets de périurbanisation. Je signale quand même que j'ai été à l'origine de la proposition. S'il vous plaît, non mais on veut bien que vous parliez, mais on a mis des règles du jeu, des règles, si vous voulez bien intéresser. Je fais partie du comité consultatif de quartier. Je rappelle que j'étais à l'origine de la proposition d'avoir une liaison entre le rond-point de Pinfeld et l'hôpital. C'était pas du tout pour éviter que les gens passent à l'entrée, c'était simplement pour soulager le pont, notamment de Villeneuve, tout ce qui est ambulance, en tout cas dans le Nord Finistère, on aurait pu accéder directement. L'idée c'était cette idée-là, pour éviter d'avoir à traverser tout le boulevard de l'Europe éventuellement, et d'avoir un accès différent, notamment, j'avais bien précisé, pour tout ce qui était véhicules prioritaires et les ambulances. Monsieur Naron, j'habite Louis-Victoire. Je voulais d'abord vous remercier parce que la présentation elle est compliquée, mais elle peut être suivie, je trouve que c'est bien fait. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que le côté humain est toujours contre le côté environnemental. Je n'arrive pas à trouver une solution pour que les deux soient satisfaits. Donc, je me rends compte aussi que je suis un petit peu dans la situation des gens, avec des nouveautés, mais qui sont, on va dire que la 5, on a beaucoup au niveau financier, on se retrouve à la 1, la 2, ou la 3 et la 4, ça va. Les gens doivent être contents de savoir que peut-être le monde n'est pas si jeune aussi, on a une bonne partie de la situation qui se fait déjà. Moi, dans un premier temps, je pense que la circulation, j'ai eu des éléments de peur, comme quoi la circulation avait augmenté d'environ 30% depuis 4 ans, sur un milieu ouvert. Comme je vous présente un projet sur lequel on va augmenter que de 4% d'ici 2028, ça veut dire que les gens vont certainement changer d'utiliser de la voiture. Après, si tout le monde va en bus, ou à pied ou à vélo, on est tous en train de perdre notre temps à dire par où on passe les voitures. Si les voitures, s'il y a plus de main, c'est pas bien de société. Mais je pense qu'il va y avoir encore plus que. Et encore une chose que je voudrais demander, c'est. Il y a 3 endroits où je respecte la vitesse, j'essaie de le faire partout, mais il y a 3 endroits où je respecte la vitesse. C'est devant ce panneau, rue de Roblaz, parce que je sais qu'il y a derrière. C'est à l'entrée de Bois, parce qu'il y a un radar pédagogique. Et quand on voit un radar, ça devient à 40 et qu'il faut être à 30, on fait attention. Enfin, je fais attention, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font attention. Également à la Belle Verte, un radar pédagogique. Ça ne coûte sûrement pas grand-chose, c'est solaire, il n'y a pas besoin d'installation électrique, c'est je pense que ça permettrait de ralentir le trafic parce que. Enfin, de ralentir la vitesse parce que le gros souci, le nombre de véhicules aujourd'hui, on ne va pas régler dans les 50 minutes. Par contre, la vitesse, il y a soit la police, parce que les gens, quand ils vont perdre des points, ils vont faire attention. Au du Trôneur, il y a eu des contrôles radars. Je voyais des flashs chez moi, ça n'arrêtait pas. Là, actuellement, je n'en vois plus. Enfin, je vois plus de flash, mais je vois des bagnoles passer comme des roues. Je ne comprends pas qu'il y ait pas d'accident. Donc après, on ne peut pas empêcher de rouler. Moi, je roule, vous roulez, tout le monde roule. Mais je pense qu'il faut forcer les gens à respecter la vitesse et tout en calme. Merci.
Là. Oui, je réponds sur la zone militaire. La zone militaire, ça se négocie, on discute avec les militaires. Les militaires n'ont pas à outrepasser leurs exigences, n'a pas fait leur restaurant. Et donc la voie ferrée est-ouest le long de la rage. Je rappelle qu'à une époque, le tramway allait jusqu'au Conquet. Nous, anciens, nos aïeux, il faut toujours s'inspirer des aïeux, des anciens. Je réponds aussi sur la zone Céveso. Alors là, les deux voies ferrées, celle qui va à la gare de Brest, celle qui est au port de Comminges, l'un des Brestois connaît bien, elles sont vraiment très très proches l'une de l'autre. Bon, et si jamais il y a des exigences Céveso, ben, on peut, d'ailleurs comme dans la zone militaire, habiller la voie ferrée. Les solutions existent, intelligemment. Espèce de couverture à un tunnel aérien. Et ça, c'est des points qu'il faut bien noter. Et puis, juste un point d'observation sur la présentation, j'ai l'impression qu'il y a deux voies, deux lieux du même nom, Carvao, sont cités. Donc, ça peut-être bien les distinguer, Carvao Vraz, Carvao Viron. Bonjour Marc, moi je suis usager de quotidien de la route Clermont-Technopole. Et je me pose une question parce qu'au début on a parlé de l'intérêt du projet qui était de décloisonner le boulevard de l'Europe. Ça j'ai bien compris que n'importe quel scénario va décloisonner le boulevard de l'Europe, mais il y avait une deuxième hypothèse à la base qui était aussi d'améliorer le trafic vers le CHRU, vers Technopole. Et je m'aperçois, moi, tous les matins, tous les soirs, que le point noir, il est surtout autour du CHRU et du pont de la Villeneuve. Et donc, il me semble que n'importe lequel de ces six scénarios-là ne va pas finalement améliorer le trafic vers le Technopole ou vers le CHU. Et donc, voilà, je me pose la question peut-être plus à long finalement de l'intérêt de ce projet-là vis-à-vis de l'accessibilité de la zone de l'Ouest. A priori, ça va même augmenter la fluidité, donc le nombre de voitures, et donc plutôt recloisonner encore le Technopole et l'accessibilité à la partie ouest. En effet, hein, le contournement nord-ouest, c'est un projet voie Normandie qui reste à définir. Et c'était l'aménagement en fait, du boulevard du boulevard de l'Europe en continuité en fait, de cet aménagement voie Normandie à définir. On a travaillé depuis 2006-2007, je pense, en fait, sur l'aménagement de cette voie-là. Il y a d'abord eu l'aménagement de la voie entrepercée de Béthune. Et on a surtout fait un premier aménagement assez lourd sur le carrefour des 4 ans, donc avec la mise en place d'une place à feu qui fonctionne beaucoup mieux en fait, que le précédent carrefour à feu, qui était un carrefour à feu avec des voies de tour à gauche dédiées qui ne fonctionnaient pas très bien. Donc c'était une première amélioration. Et l'idée c'est de continuer en fait, à travailler sur cet axe-là. Donc il y a actuellement des travaux qui sont en cours donc, au niveau du carrefour Questel ou Barton-Prigent. Donc on va refaire un système de place à feu qui sera beaucoup plus performant que l'ancien carrefour à feu qui existait. Et on va également travailler, continuer de travailler en fait sur cet axe-là, mais voilà, c'est l'idée aussi de lui donner un peu plus de performance, donc d'une part, et de requalifier donc avec un aménagement qui tienne compte également des vélos, des piétons, comme ça a été réalisé en fait en traversée des villes. Donc c'est un sujet qu'on traite en complément, et donc on a la tranche de travaux qui est en cours et on va poursuivre en fait l'aménagement du boulevard Cambon-Prigent en ce sens-là. Bonjour, je m'appelle Annie Persson, j'habite rue de l'Osquat. En fait, je venais voir ce qui était prévu. Je n'ai pas pu participer au groupe de travail là, en espérant qu'on allait aussi désengorger la rue de l'Osquat. Donc le scénario 3 et 4, ça me fait peur. Et quand je vais faire le compte rendu à mes voisins, ils vont être aussi effrayés que moi. J'avais été à la première enquête publique, dans mon souvenir, c'était noté qu'il y avait 20 000 véhicules jour de l'Osquat. Je pense que ça a augmenté de 30 ou 40% depuis que la route du Spernote a été ouverte.
puisque donc ça permet aux gens venant de Plougonvelin ou d'ailleurs de ne pas passer le bourg. Donc il y a des personnes du quartier qui ont dit qu'elles ont du mal à sortir des routes perpendiculaires, mais nous qui sommes sur la route de l'Ospat, on a du mal à sortir de nos maisons. Là, il y a des bouchons. Alors moi, le matin, je ne vois pas, je prends le bus. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes à prendre les transports en commun, d'ailleurs. Par contre, le soir, je constate de 4h30 à 7h, ça bouchonne. Les gens qui vont vers le Tromeur, ça bouchonne en face de chez moi. Au début, ça ralentissait, maintenant ça bouchonne. Donc voilà, il y aura toujours des perdants. Je comprends que Boulevard de l'Europe, ils n'en peuvent plus. Mais bon, nous, on était déjà en zone benzène de pollution, rue de l'Ospat, donc ça a sûrement largement empiré. Voilà. Merci Anna. Merci. Bonsoir, Jacques Panas de l'association Adelais pour l'environnement et le développement durable. On est bien entendu un peu déçu par les différents scénarios qui nous sont proposés et du fait que ça ne fait que offrir des possibilités pour augmenter la circulation. Tous ces scénarios font en sorte d'augmenter la circulation. C'est inévitable. Je ne parle pas bien sûr j'inclus là-dedans le passage par le tunnel, ce scénario sur lequel vous êtes largement embourbé durant les ateliers de la conservation. Bien entendu, la vallée du Racine tient encore une bonne place dans ces scénarios. Je me permets quand même de rappeler qu'au mois de juin 2009, la collectivité a voté pour le passage par la vallée du Racine du premier projet, malgré l'avis contraire de l'autorité environnementale. Est-ce que, au cas où ce scénario serait à nouveau choisi, est-ce que la collectivité est prête encore à défier l'autorité environnementale? Merci. Bonjour, j'habite Autoroulage, chemin de Vauclase. Donc vous parlez de moins prendre les voitures, soit moi je fais 1 kilomètre pour prendre le bus. Si mes enfants allaient prendre le bus, il fait nuit, c'est les chemins de campagne, donc qu'est-ce que je vais aménager? Il y a des lotissements un peu plus loin, soit, mais je ne suis pas dans les lotissements, je n'ai pas d'accès au bus, donc forcément je prends ma voiture. Et maintenant la route de Vauclase, le chemin de Vauclase, la sortie, c'est impossible le matin. Je mets 5 minutes, 10 minutes à sortir. La voie 2, je ne sais pas comment ça va se passer. Je vous dis de prendre le vélo, bon, je ferai la porte. Mais là, je ne mets pas mes filles sur cette route-là, la route de Vauclase. C'est impossible. J'ai une fille qui va en stage, c'est heureusement. J'ai mon beau-père qui va, qui l'emmène. Parce que le bus, elle ne peut pas, elle n'a pas accès. Le vélo, c'est pas possible. Et je ne sais pas si la voie 2, ça sera un mieux ou un pire, mais déménager. Ce qu'il y a de dommage, quelque chose de dommage, c'est qu'il va falloir attendre encore 8 ans, par exemple pour la voie 2, pour aménager la rue du Tromeur, la rue de... Il va falloir encore attendre 8 ans pour aménager cette voie si rien n'est décidé, si cette voie qui est décidée, qui sera aménagée. Mais autrement, il n'y aura rien de décidé avec une augmentation importante du trafic. Une urbanisation qui s'est développée sur ces deux rues et avec beaucoup d'enfants qui traversent et ça devient très dangereux. Ce qui est dommage, c'est d'attendre 8 ans, même si cette voie est choisie, ou n'est pas choisie. Je peux quand même apporter une réponse sur la rue du Tromeur. Donc on a déjà commencé à réaliser des aménagements pour les piétons les dernières années. Et donc on est en train de travailler avec la mairie de Cartier pour continuer le travail de sécurisation des traversées piétonnes et des cheminements piétons.
Donc malgré tout, voilà, on essaye de corriger les questions de dangerosité de cette voie, donc, et de ne pas attendre 8 ans en effet. Voilà. Et donc on a bien entendu vos suggestions sur des radars pédagogiques. La nouvelle organisation, c'est très dangereux pour les gens. Ça ne sert à rien, parce qu'on vous entend pas de toute façon. Désolé, mais... Oui, la sortie, par exemple, de Missilo-Marigues, devait y avoir un rond-point giratoire qui devait être fait. Il va être retardé alors qu'il y a une nouvelle organisation galopante, il ne faut pas se le dire, ce qui est bien aussi parce que ça permet des gens de se loger. Mais l'infrastructure ne suit pas et elle va être retardée d'au moins 8 ans. On va travailler un... Oui. Alors, dire qu'on ne fait rien, ça me reste un peu au travers de la gorge quand même. Parce que c'est vrai que sur la rue du Trôneur, on a fait des aménagements piétons. On a prévu un budget conséquent, Christophe, et je n'arrive pas à lire mon temps, pour 2020, parce que vous avez remarqué qu'il y a des escaliers qui descendent sur la route. Donc, voilà. Sur le rond-point que vous dites, justement, on attendait les fameuses études, parce qu'on a des lotissements sur la rue du Marigues avec une voie sur cette portion du Marigues avec une route, je veux dire. Et donc, moi, j'ai demandé des études d'impact pour savoir si on mettait des sens, un sens obligatoire, c'est-à-dire on supprime deux sens, quelles conséquences seraient justement sur la rébus qu'on a fait aménager. Parce qu'aujourd'hui, c'est un point noir. Ça, c'est la première chose. Alors, des études de vitesse, il y en a toujours, hein, les radars, voilà, ils sont toujours là. Ils passent toujours. Et on demande régulièrement, sur la rue de l'Osqual, aujourd'hui, le choix du radar pédagogique, la volonté des agents de quartier, c'est le développement des radars pédagogiques. L'idée n'est pas de prendre non plus les automobilistes toujours au porte-monnaie. Et l'idée est bien de faire limiter la vitesse. Sur l'Ambézélec, on a étendu les zones 30 de manière importante. Moi, je souhaitais que la rue de l'Osqual soit sur 30. Ça n'a pas été accepté par les services. Donc, du coup, l'idée du radar pédagogique, parce que je vois bien l'importance de la circulation engorgée à cet endroit-là, depuis le barreau qui a été fait au niveau du stade, on voit bien qu'il y a un délai. Mais on est bien attentif sur la question de la sécurité, de la vitesse, sur le territoire, mais c'est vrai que les coûts, l'autre jour j'entendais que les coûts d'entreprise allaient augmenter cette année de 15%. C'est aussi une réalité. Voilà. Merci. Bonsoir, Francis Boulard, j'habite Auristique et j'ai quelques éléments à vous demander, entre autres concernant la situation. Reste au métropole de Stigmatisme sur le boulevard de l'Europe, on s'attend. Vous pouvez parler plus près du micro. Oui, alors je recommence, excusez-moi. Brest Métropole nous stigmatise sur la circulation au boulevard de l'Europe. Or, on s'aperçoit qu'entre 2008 et 2020, la circulation reste pratiquement stable. Et le fait d'utiliser deux scénarios, le 2 et le 1, ne ferait que reporter le problème qui peut exister effectivement sur la capacité du boulevard de l'Europe à faire circuler les voitures vers le nord de Lambé, parmi, entre autres, d'autres lotissements qui existent. Il y a celui du Restic, le Petit Carvao, Messioual et ainsi de suite. Voilà. Et donc, ça m'amène à vous poser une question. Quelle est la part de véhicules qui, circulant sur la route de Roglas, partent effectivement vers la rue du Trôneur et inversement dans l'autre sens, bien sûr, et sur la RD 112, quelle est la part de véhicules, alors pas en pourcentage, mais des chiffres précis quand même, qu'on puisse réaliser, qui partent effectivement vers le boulevard de l'Europe. Je vais avoir du mal à répondre très précisément en direct à votre question. Dans le principe, il n'y a pas de trafic, si je comprends bien votre point, il n'y a pas de trafic qui va basculer de Roglas vers l'Osqual. C'est plutôt des gens qui, aujourd'hui, c'était pas ça? Non, c'est pas ça. Vers Trôneur, ouais. Dans le principe, en fait, c'est surtout le fait, c'est des vases communicants, hein, c'est le fait d'enlever les
introduire des reports sur tous les axes parallèles, donc effectivement Carvao, l'Oscott et Fossé, sur Roglas également, notamment dans le cadre du scénario 2 et du scénario 6, sur la VNL de manière générale, et plus au nord sur la 67. Après, pour répondre en détail au pourcentage, il faut que je regarde vraiment dans le modèle ou dans le rapport, donc je vais avoir du mal à répondre plus précisément maintenant. Dans le précédent projet qui avait été donné depuis 2008, nous n'avons jamais réussi à avoir ces informations, de savoir quelle était la proportion de véhicules qui venant par la RD 112 va passer effectivement sur voie Europe. Soi-disant, ce sont des chiffres qu'on ne peut pas communiquer, donc on est resté dans le bail. La baisse sur le boulevard de l'Europe sera de l'ordre de 25 à 30%, d'environ 600 à 700 véhicules qui ne vont plus passer par là. Je ne sais pas si c'est vraiment partie votre question. Et sur la D112, effectivement, on a des légères baisses de trafic, mais le vide se roulant rapidement. D'autres types d'usagers vont aller emprunter cet axe, d'autres origines destination. Je pense que c'est tout l'intérêt du modèle. Hein. Ce que je vous invite à faire, c'est à déposer votre question en fait, sur la plateforme et on va regarder très précisément parce qu'avec le modèle, on va pouvoir justement mieux apprécier ces questions de répartition de trafic et de report de trafic. Hein, donc l'idée, ce serait que voilà, vous formalisez bien en fait, votre demande et qu'on puisse la regarder dans le cadre de la réponse qu'on apportera à toutes les interrogations qui sont formées donc, au cours de la concertation. Oui, Georges Sec, j'habite au petit Carvao. Donc, depuis la création de l'Essiwal avec la route qui va vers le centre de traitement, on s'aperçoit que vous connaissez tous la ligne du chemin de fer. Alors, on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de vélo. Donc, il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, que c'est une voie verte destinée entre autres au vélo, aux enfants, soit là avec les petits-enfants, d'accord? Ça va jusqu'à Gouinou. Ben aujourd'hui, depuis cette ouverture, il y a eu un transfert de trafic et il est même très difficile de marcher à pied, encore moins qu'il poussette pour faire du vélo sur cette route-là. Quand vous passez devant le granit breton, vous avez la rue du Ruffort qui arrive à Messiwal. Une route qui est lamentable, on ne peut pas se poser à deux voitures. Je ne vous dis pas marcher à pied là-dessus, d'autant plus qu'il y avait un petit chemin qui était prévu à gauche, quand on va vers donc, le chemin de fer, c'est un lissou. On ne peut pas marcher là en hiver. Moi, je me demande combien de temps ça va durer, parce que là, il va y avoir un gros pépin. Je ne sais pas si vous êtes... Moi, je profite de cette réunion là, pour le dire, puisque là, il va se passer. Et je précise beaucoup de choses quand même, c'est qu'au niveau municipal, aujourd'hui, les élections, ça va être l'écologie, ça va être le vélo. Ben, il faut savoir qu'une des voies vertes, et je répète, une des voies vertes qui existent aujourd'hui à Longazélec, au Ruffort, ben, on ne peut pas marcher, on ne peut pas faire de vélo. Il y a les ambulances qui passent aussi parce que c'est des raccourcis. Il y a des gens qui viennent du nord et qui bifurquent là, et passant par Bois, passant aussi par l'hôpital de Bois. Et là, les petits gros, il y a des bouts de train, des bouts de patin, et bon, ben voilà. Donc là, et là, ça serait assez simple à faire. On a qu'à mettre du 30 partout. Sur la route à la peinture, on en a fait à Bois, on en a fait à Saint-Marc, partout. C'est des choses. Mais ça serait quand même difficile à admettre qu'aujourd'hui, on parle que de vélo et que la seule voie qu'on a, ben, on ne peut plus marcher dessus, et encore moins avec les gosses. Il y a des animaux, vous savez, il y a le gars qui amène ses vaches, les ânes, et tout ça, tout le monde vient, on ne peut plus rouler. Et on s'est engueulé avec les gens en plus parce qu'on a l'air de gêner. Quand les gens passent vite, ben, on nous fait des signes. Enfin, si tu vois piéton, je rappelle quand même qu'il y a des pancartes vertes vélo, vous devez connaître. Donc, ben voilà, c'est une information. Ouais. Merci. Bonsoir, M. Jacques Romain, j'habite route de l'Osquat, rue Général Lévy, et comme vous parlez de sécurité, je voudrais faire un petit complément. Vous voulez que les gens roulent en vélo, prenez la route de l'Osquat, actuellement, la voie pour les vélos est pleine de branches d'arbres cassées qui ne sont pas balayées. Les vélos roulent au milieu de la circulation avec des gros nids de poules
Résultat, il y a plein de gens qui n'ont pas de vélo et qui ne peuvent pas le faire à cause du danger. Deuxième point, au niveau de la Ribaudot, maintenant vous avez un nouveau lotissement d'immeubles qui sont sortis avec des jeunes qui doivent le matin traverser, alors au risque de leur vie, la rue de l'Osquat au niveau du ralentisseur, entre guillemets, où il y a un panneau 30 à l'heure qui est totalement inefficace. Moi, j'ai mesuré des bus passant à 80 à l'heure à cet emplacement-là, et toutes les voitures, maintenant, avec des grandes roues, se moquent des petits tas de goudron que sont vos ralentisseurs qui ne ralentissent que les petites voiturettes. Donc, il serait peut-être temps de faire des ralentisseurs qui traversent la chaussée. Vous dites que le bitume coûte cher, vous n'avez qu'à les faire en béton. Pour moi, ça serait efficace. Quand la nuit, à 5 heures, on entend des poids lourds qui passent à 80 à l'heure sur la route de l'Osquat, votre ralentisseur, excusez-moi, il fait marrer. J'ai failli faire écraser 2 fois de rang au niveau de votre radar pédagogique. Les gens arrivent là, tout à l'heure, ils regardent simplement s'ils peuvent passer, les piétons, dans le passage privé, ils n'ont rien à cirer. Alors déjà, pour la sécurité des enfants au niveau de la Ribaudot, faites quelque chose, s'il vous plaît, vous allez avoir de la casse, sûr. Parce que quand on se fait, moi je traverse souvent, parce que je passe avec mon chien, excusez-moi, je suis enroué, je suis un peu malade. Et bien, quand vous voulez traverser, personne ne s'arrête, c'est anormal. Et ça, désolé, mais pour vous dire comme ça. Maintenant, la rue de l'Osquat va prendre encore de la circulation, tu vois ça, donc ça va être l'enfer pour traverser. Il y a déjà aussi le problème de l'éclairage. Excusez-moi, je pense pas. Il y a le problème de l'éclairage route de l'Osquat. On a changé les lampadaires par des projecteurs à diodes qui ont un code d'ouverture beaucoup plus faible que les anciennes lampes type gaz. Résultat, vous avez des grandes zones sombres et noires entre poteaux. Alors il faudrait peut-être marcher un peu à pied dans la ville de Brest pour se rendre compte de ces anomalies. Parce que moi je sors de Labrador et je peux vous dire que je me rends compte de toutes ces absurdités. Vous avez aussi, c'est bien. Non, mais dans les. on n'est plus dans la même. Oui, mais ça conditionne la circulation. Vous avez fait des zones 30 le long de la rue de l'Espagne. Résultat, les gens avec les GPS prennent par exemple le budget de la République comme raccourci pour déboucher dans le centre-ville, et votre 30 à l'heure, personne n'en tient compte. Surtout que vous avez fait des marquages 30 à l'heure au sol qui se trouvaient sous les voitures en stationnement. Alors c'est vraiment aberrant. Et vous avez, comble des travaux inutiles, scié les poteaux sur lesquels il y avait des panneaux 30 à l'heure rappel qui étaient dans la zone 30 à l'heure. C'est vraiment des travaux inutiles. Merci. Merci. Je pense qu'on va peut-être. 8h30. Juste un élément de réponse rapide. C'est vrai qu'il y a le temps de conclure aussi. On pourra encore continuer là parce que c'est une concertation qui se poursuit, monsieur, sur votre question par rapport aux études sur l'environnement par rapport à 2009 et votre question précise sur la collectivité finalement, si elle poursuivrait en ce sens. Mais ça a été dit tout à l'heure par le cabinet Arcadis en fait. Toutes les études sont prises en compte en fait en fonction des éléments qui vont être retenus ou pas, parce que ce soir, tout le monde parle avec ce projet va se faire, ce projet va se faire. Attention, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs scénarios qui sont proposés et il y a aussi la possibilité, la conservation, de ne rien faire. C'est sur la table. Non, mais c'est comme pour tout. Sinon, on ne va pas dire on concerte si finalement tout est bâché d'avance. Pardonnez-moi, c'est un peu bizarre. Mais sur le choix opéré in fine, on est obligé de respecter de toute façon les règles environnementales. Ça a été évoqué, c'est pour ça que nous sommes dotés d'un cabinet qui va en ce sens. On ne fait pas n'importe quoi. D'ailleurs, on va rappeler ce qui s'est passé entre 2009 et 2016 sur les recours qui ont été formulés et la collectivité qui n'a pas été suivie en ce sens. C'est pas pour recommencer la même chose et les mêmes erreurs. De toute façon, quel que soit le projet qui serait choisi, il y aura la nécessité de suivre les recommandations environnementales et c'est pour ça que nous sommes dotés. Merci beaucoup. Je pense qu'il y avait encore beaucoup de questions, mais je pense aussi que c'est un peu là. Et qu'il reste là, donc vous allez voir aujourd'hui, toute la concertation reste ouverte. Et
et elle continue de se développer. Alors, vous avez la possibilité d'aller sur le site de Brest, de Participe, pour pouvoir participer et vous exprimer et poser vos questions. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on répondra à vos questions dès lors qu'elles seront posées sur le site. Et aujourd'hui, on va continuer cette concertation encore à bon moment. Alors les documents sont disponibles et ceux à venir, parce que tout ce qui vous est présenté ici va être présenté et mis sur le site internet, afin que vous puissiez en prendre connaissance, étudier, regarder et effectivement pouvoir formuler des demandes, des questions, des avis ou autres. En tout cas, merci d'avoir participé. Est-ce que vous avez un dernier mot, M. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Et à bientôt.